Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse d'une partie qui a opposé Viktor Korchnoi et Anatoly Karpov. Cette partie est la première du championnat du monde qui s'est disputée en 1981 à Merano en Italie. C'est la première partie de ce match donc, qui s'est disputée le 1er octobre. Et Korchnoi a les pièces blanches alors que Karpov, le champion du monde en titre, a les pièces noires. Donc, je vous propose d'analyser cette partie. Donc Korchnoi joue C4, donc il commence par la partie anglaise, dont il a été toujours un grand spécialiste et qui permet de transposer dans les débuts du pion dame le cas échéant. Donc Karpov joue E6, donc une réplique modeste par rapport à E5 évidemment qui constitue la sicilienne en premier ou l'anglaise symétrique par C5. Mais Karpov est assez prudent face à Korchnoi qui, comme je l'ai dit, est un expert de la partie anglaise et le champion du monde est assez prudent, surtout dans la première partie d'un match. Donc on essaye de prendre généralement le pouls de son adversaire. Cavalier C3, D5, D4, donc on transpose là dans un gambit de la dame, fou E7. Donc ça, ce coup flexible où le fou sort avant le cavalier a pour objectif d'éviter le clouage du cavalier qui peut arriver après cavalier F6. Si les blancs jouent C prend D5, E prend D5, fou G5. C'est une ligne d'invariante d'échange du gambit de dame qui a eu un certain succès à la fin des années 80 grâce aux victoires de Karpov et Kasparov, donc avec les pièces blanches, d'ailleurs de façon différente. Et c'est pas évidemment, c'est pas une ouverture, une variante qui gagne automatiquement, mais c'est un clouage qui n'est pas forcément toujours apprécié. On essaye de garder un peu de souplesse, voilà, en sachant, en tout cas en laissant par exemple les blancs se déterminer. Donc là après cavalier F3, cavalier F6, fou G5. Donc là on entre dans le système dit orthodoxe du gambit de dame, c'est-à-dire le système pratiqué depuis la fin du 19e siècle et même avant. H6 qui a été une petite révolution quand même dans cette variante, le fait de forcer le fou à se décider. Fou H4, on peut prendre en F6, fou F4 ou un autre coup en E3 ou D2, C1 évidemment ne sont pas forcément très utiles. Petit roc E3. Alors d'ailleurs dans les parties ultérieures du match, Korchnoi va jouer tour C1. Voilà. Mais là il joue E3, un coup tout à fait classique. Et là, Karpov joue B7, B6, qui inaugure la variante Tartakover, du nom du grand maître franco-polonais, qui l'avait joué pour la première fois contre Capablanca en 1922. Alors à noter d'ailleurs, pour faire un petit historique de cette variante, que le coup B6 n'est pas un coup qui a été inventé par Tartakover, puisqu'il était déjà joué, mais avant H7, H6. Et en fait, le coup H7, H6, fou H4, eh bien, a démontré quelques éléments intéressants pour les noirs. Donc, a provoqué quelques changements de variation. Alors, le coup B6, dans la partie inaugurale, donc entre Capablanca et Tartakover à Londres en 1922, Capablanca avait pris en D5 et Tartakover avait pris avec le pion. Mais on a trouvé depuis, ce sont les maîtres soviétiques Makagonov et Bondarevski qui ont mis au point un système à base de cavalier prend D5 qui donnait un peu plus de souplesse. Et après, fou prend E7, dame prend E7, cavalier prend D5, E prend D5. Oui, on arrive à des positions similaires, effectivement, où le pion D5 et quand même se retrouve sur cette case, mais le fou peut aller en E6, on peut jouer C5, par exemple la ligne principale dans ce système, tour C1, fou E6, et ensuite les noirs peuvent jouer C5. Voilà.
Mais cette ligne justement principale est réputée pour ne pas donner d'avantage réel aux blancs. Je pense que quand même les blancs peuvent avoir un petit quelque chose, mais ça reste des positions évidemment assez techniques. Et les blancs ont cherché souvent à trouver d'autres voies que de prendre en D5. Donc là, il y a de nombreux coups. On peut jouer le fou F1 en E2, en D3. Et Korchnoi lui joue tour C1. Donc un coup de toute façon classique et récurrent dans cette variante. Voilà, on place la tour sur la colonne C en attendant éventuellement son ouverture, par exemple par C prend D5. Karpov joue fou B7, Korchnoi joue fou E2. Alors ce coup va pousser Karpov à réfléchir, alors qu'on est au 9e coup de la partie, pendant 35 minutes environ. Et on peut se demander pourquoi Karpov a mis 35 minutes pour jouer un coup qui était tout à fait envisageable dans une position qui reste théorique. Bien, d'abord, on peut se dire que lors d'une des parties jouées à Baguio, lors du précédent championnat du monde en 1978, Korchnoi a joué fou D3. Donc là, un des éléments de réponse de la réflexion de Karpov, c'est de se dire Korchnoi ne joue pas fou D3. Pourquoi il ne joue pas fou D3 Souvent, dans ces répliques-là, c'est prendre en C4, fou prend C4, et puis sans doute, Karpov se dit je vais tomber dans une préparation de Korchnoi, donc il faut que je vérifie un certain nombre de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne va pas prendre en C4, qui aurait transposé justement. Donc il préfère jouer cavalier D7. Donc souvent, évidemment, enfin en tout cas, c'est encore fréquent, pas forcément sur des réflexions aussi longues, puisque le temps de réflexion dans les tournois classiques a été réduit. On cherche quand même à vérifier ces variantes, à s'interroger sur la possibilité de nouveautés théoriques. Et là, par exemple, c'était que prépare Korchnoi si je prends C4. Et Karpov n'a pas répondu puisqu'il a joué cavalier D7. C prend D5. Voilà. E prend D5. Alors là, il convient quand même de s'interroger sur la raison de cavalier prend D5. Eh bien, tout simplement parce que les noirs perdent un pion. Après, cavalier prend D5. Sur la prise en D5, par exemple avec le fou, on échange en E7. Dame prend et tour prend C7. On perd un pion. Alors, sans doute, les noirs peuvent récupérer, par exemple, le pion A2 ou par des contorsions, mais ils vont quand même faire pas mal de manœuvres. Pour ça, ils risquent de faire des concessions. Autre réponse, évidemment, sur fou prend H4. Eh bien, on peut jouer cavalier prend C7, tour C8, cavalier prend, tour prend C7, tour prend C7, dame prend C7 et petit roc. Et donc là, on reste avec un pion de plus, sans problème. Donc, vous voyez que ici, la reprise en D5 n'est pas très bonne en raison de la faiblesse du pion en C7, hein, qui est une faiblesse assez inquiétante, si ce n'est embarrassante. Donc voilà la faiblesse en C7. Pardon. Donc cavalier prend D5, cavalier prend D5, vous voyez ici. Ici, je mets la faiblesse. Donc Karpov reprend D5. Voilà. Petit roc, C5. D prend C5. B prend C5. Et là, on arrive dans une situation de structure de pions intéressante. C'est ce qu'on appelle les pions pendants, ici, ou parfois la paire de pions isolés. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'ils sont constitués par une paire de pions qui sont centraux, qui sont l'un à côté de l'autre. Donc ce sont les pions D5 et C5. Et la suite de la partie va tourner autour de ce combat
entre les blancs et les noirs sur ces pions-là. Alors ces pions, évidemment en termes de structure, sont des faiblesses. Pourquoi? Parce que ils sont isolés du reste. Vous voyez qu'il y a 3 îlots de pions noirs contre 2 pour les blancs. Ensuite, ils sont situés sur des colonnes ouvertes par les blancs. Donc ils peuvent être attaqués par les tours ou la dame. Donc effectivement, ils peuvent représenter sur le plan statique une faiblesse. Par contre, ils ont quand même quelques avantages, c'est qu'ils privent les noirs quand même du contrôle, les blancs pardon, de l'accès à certaines cases pour leurs pièces. Donc ici, les cases B4, C4, D4, E4. Donc ça permet quand même, en une certaine manière, de réduire le potentiel des pièces blanches. En plus, ces pions peuvent être très forts s'ils arrivent à avancer. C'est-à-dire ici ou ici. Si les noirs arrivent à pousser les pions en D4 ou en C4, évidemment en fonction de la situation, ils peuvent être très dangereux. Parce qu'ils libèrent aussi le potentiel pour le fou B7 ou éventuellement pour le fou C5 ou libérer des cases. Les blancs, dans cette position, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent empêcher les pions de pouvoir avancer. Donc il va falloir les fixer. Pour les fixer, il faut les attaquer, il faut mettre une pression de sorte que les noirs soient contraints de les défendre sans pouvoir soutenir leur poussée. C'est-à-dire par exemple empêcher ici que le pion n'aille en D4. Pardon. Là j'ai fait une boulette. N'aille en D4. D'accord? Donc, et ensuite, ces pions-là, on peut éventuellement les attaquer, par exemple par E3, E4. Ici, qui va pousser, inciter les noirs à avancer. D'accord? Et éventuellement, ça peut libérer la case C4 pour les pièces blanches, par exemple pour un fou. Ou alors, éventuellement, jouer B2, B4, qui permettrait, avec le pion en D4, de saper, justement, le pion en D4 et d'affaiblir l'ensemble de la structure. Pour ça, par exemple, sur ces modèles, je vous renvoie à une partie célèbre qui traitait de ce débat entre Bobby Fischer et Boris Spassky. C'est la 6e partie du championnat du monde 1972 que j'ai déjà analysé. Donc là, l'idée des blancs, c'est de limiter le potentiel dynamique de ces pions-là, donc les empêcher d'avancer, pour ensuite mieux les attaquer. Donc là, Korchnoi joue Dame C2. Donc là, il prépare tout simplement la pression contre C5. Alors C5 n'est pas vraiment menacé parce que c'est défendu par 2 pièces mineures, mais aussi contre D5. Tour C8, tour FD1, Dame B6. Là, les noirs aussi ont des possibilités de contre-jeu. Après tout, la colonne B s'est ouverte. Donc, ils peuvent éventuellement organiser une contre-offensive à l'aile-dame contre le pion sur la colonne B. C'est souvent d'ailleurs une possibilité, puis éventuellement, on peut continuer par A5, A4, hein, selon les circonstances. Donc ici, vous voyez qu'il y a du contre-jeu. En plus, Dame B6, ça permet d'envisager éventuellement la poussée D5, D4, hein, évidemment dans des conditions qui ne sont pour l'instant pas optimales. Sachez également, enfin vous pouvez observer que le pion D5 est parfaitement défendu puisqu'il est protégé par 2 pièces mineures qui sont le cavalier F6 et le fou en B7. Donc il ne peut pas être capturé pour l'instant, à moins que les blancs évidemment sacrifient la qualité. Donc là, dans cette position, que doivent faire les blancs? C'est essayer de maintenir la pression contre les pions pendants et réorganiser leurs pièces pour essayer de les attaquer. Et Korchnoi voit quand même que dans cette position, il faut qu'il arrive à trouver quelque chose parce qu'en fait, les noirs n'ont aucun souci pour l'instant, pas de souci. Pardonnez-moi, pas de souci immédiat. Donc Korchnoi réfléchit et il va jouer un coup assez curieux, c'est Dame B1. Alors, avant de parler de Dame B1, qui est un coup qui a quand même laissé les observateurs assez perplexes,
on peut penser quand même, et les analyses et les commentateurs ont estimé qu'un coup comme fou G3 était plus utile. Pourquoi? Parce qu'en H4, le fou finalement il ne sert plus à grand chose. Voilà. Il ne sert même pas à clouer le cavalier parce que sur K prend D5, K prend D5, le fou H4 n'est même pas protégé. Enfin, peut être attaqué ou le fou E7 est défendu. Donc en G3, le fou peut avoir une utilité intéressante puisque par exemple il contrôle toutes ces diagonales là que je vais représenter ici, vous voyez. Donc la diagonale H2 B8, donc il peut gêner par exemple un contre-jeu sur la colonne B en empêchant la tour de s'y rendre. Et on donne comme ligne, si les noirs jouent D4, E prend D4, fou prend F3, avec l'idée fou prend F3, évidemment, vous voyez, ça ne marche pas parce qu'il y a C prend D4, et là le cavalier est cloué, en tout cas il va y avoir des choses qui ne vont pas très bien se passer pour les blancs, cavalier A4, tour prend C2, cavalier prend B6, tour prend C1, et là vous voyez que les noirs vont gagner tout simplement une pièce. Eh bien, au lieu évidemment de prendre en F3, on joue D prend C5 et on gagne un pion. Après, on va reprendre en F3. Mais dans cette position, les noirs, je pense, jouent assez tranquillement tour F8. Et sur H3, ils peuvent jouer fou F8. Un H3, ça permet d'empêcher, par exemple, un coup comme cavalier H5, en tout cas que les noirs cherchent à échanger le fou G3. Et là, la position noire est solide, il n'y a absolument rien à faire. Pour le moment, les blancs vont devoir quand même trouver autre chose. Alors, pourquoi Dame B1 qui a été joué est un coup curieux? En fait, ce coup, on ne voit pas trop l'intérêt. Korchnoi retire sa dame de la colonne C pour la placer en B1, une case qui n'est pas forcément meilleure que C2. Alors on peut éventuellement envisager le fait que Korchnoi veut que ce soit la tour qui fasse pression contre C5 et pas la dame. Mais de toute manière, le pion C5 est quand même très très bien défendu. Il est très bien défendu. Voilà. Donc il est impossible à attaquer. Peut-être que Korchnoi envisage une réorganisation des tours en les doublant sur la colonne D. Mais pourquoi alors installer la dame en B1? C'est un coup qui est mystérieux. En tout cas, Karpov, lui, ne se démonte pas. Il joue de manière assez classique. Tour F8, D8. Donc vous voyez que les pièces noires protègent bien les pions. Voilà. Aucun pion n'est vraiment menacé. Et les noirs ont égalisé. Évidemment, ils sont un petit peu passifs dans la mesure où ils sont en position de défense, mais les blancs ne sont pas très actifs non plus parce qu'ils n'entament pas grand-chose de concret. Tour C2, dame E6, et là, fou G3. Alors, là, l'idée de tour C2, c'était probablement de jouer tour C2, D2. Auquel cas, on aurait pu jouer tour D1, tour D2 et tour D1. Et laisser la dame en C2. Mais là, il y a une petite suite tactique qui permet de simplifier la tâche des noirs. C'est cavalier E4, cavalier prend E4, D prend E4, fou prend E7. Et là, si on dit E prend F3, on ne joue pas fou prend D8 comme indiqué, mais on joue fou B5, car après dame prend E7. Enfin, on peut jouer fou E4 d'abord, dame C1, dame prend E7. Tour prend, tour prend, tour prend D4. Dame E6, dame C4, dame G6, G3. Et on a une position qui est à peu près égale. Voilà, la tour en D7 est quand même active. Les noirs ont du contre-jeu avec la menace de mat en G2 qui va toujours traîner. Mais là, dans cette position, les blancs tiennent le coup. En plus, les blancs ont une contre-attaque contre F7. Donc ici, c'est pas forcément la bonne option. Après, également, on peut jouer dame prend E7. Si on joue fou B5, cavalier F6, on échange.
cavalier D2, cavalier G4, cavalier F1, et on protège tout. Voilà, on est dans un milieu de partie où il y a quand même eu des pièces qui s'échangent et qui se simplifient. Voilà, c'est vrai que les noirs ont un petit semblant d'initiative, mais qui n'est pas non plus très dangereux. On peut défendre par exemple F2 relativement facilement. Donc peut-être que Korchnoi a vu ça, et il joue fou G3. Il joue maintenant fou G3, mais là, Karpov va jouer cavalier H5, qui va provoquer l'échange du cavalier contre le fou. Alors quand même, on pouvait se poser la question, dans cette position, je disais fou G3 était meilleur. Mais pourquoi on ne joue pas cavalier H5? Eh bien peut-être que tout simplement, il y a cavalier prend D5 qui perd un pion. Voilà, mais dans cette position-là, eh bien là, cavalier H5, il n'y a pas le coup possible puisque la dame est en E6. Vous voyez qu'il y a une petite nuance qui change la position et qui permet aux noirs de jouer cavalier H5. Donc là, les noirs quand même obtiennent un certain succès en échangeant, je vais dire, la pièce qui est quand même la plus active, le fou qui pouvait gêner justement les cases noires dans le camp adverse. Tour CD2, cavalier prend, H prend, cavalier F6, dame C2. Là, on voit que la dame revient en C2. Bon, encore une fois, Korchnoi tâtonne un peu. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. G6, un petit coup de sécurité qui permet d'ailleurs d'éviter toutes les menaces sur la diagonale B1 H7 et qui permet aussi de contrôler la case F5 éventuellement. Donc un coup assez sûr, et puis on peut jouer roi G7. Donc c'est un coup qui est utile, voilà, c'est pas un affaiblissement réellement significatif, mais Karpov, dans son style, essaye de limiter les possibilités. Dame A4, A6, fou D3. Donc là, Korchnoi cherche une façon de réorganiser ses pièces. Il voit quand même que son fou en E2 ne sert pas à grand chose, il n'est pas très actif, donc il veut le replacer, mais où ça? En fait, il dit voilà, il y a toujours ce pion faible en D5, il faut l'attaquer. Mais comment l'attaquer? J'ai pas assez de pièces mineures pour l'attaquer, donc je vais utiliser le fou pour le placer en B1, puis en A2. C'est le plan de Viktor Korchnoi. Roi G7, fou B1, dame B6. Voilà. Et donc, on est au moment critique, le 24e coup, où Korchnoi va jouer A3. Alors A3, on va voir pourquoi A3 n'est pas un bon coup, c'est même le coup perdant de la partie. Mais qu'est-ce qu'il fallait jouer? Évidemment, si Korchnoi avait vu ce qui allait se passer, il n'aurait pas joué A3. Ce coup, on verra pourquoi il n'est pas bon, mais on a proposé cavalier E2. Cavalier E2 qui a un coup défensif, mais qui ne gêne pas particulièrement les noirs. On a aussi, l'ordinateur a proposé cavalier E5. Voilà. Un coup qui peut être intéressant, mais bon, après, dame D6, cavalier F3, dame C7. Bon, c'est quand même toujours une bonne position pour les noirs sur A3, tour B8, fou A2, fou C6, dame C2. Si on prend A6, il y a C4, et là il y a un problème quand même. C'est la dame. Il va falloir quand même qu'elle trouve une case de fuite. Et c'est pas évident parce qu'il peut y avoir tour B6 ou tour A8 d'ailleurs, carrément. Bref, c'est pas extraordinaire. Là, ici, peut-être que dame C2 est un petit peu plus sûr dans cette position, mais en tout cas, bon, on n'a pas le sentiment non plus que les noirs aient des difficultés. Mais A3 est un mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'il va se heurter à un coup tactique qui va faire basculer la partie. En fait, l'inconvénient majeur du coup A3, c'est que ça prive
ça prive la dame de pouvoir fuir en B3 parce que le pion a avancé. Et on va voir que pour la raison pour laquelle c'est pas bon. Là, Karpov va jouer un coup qui réfute tout, c'est D5, D4. Et là, ce coup, en fait, fait basculer la partie. Et les noirs, en fait, ont une position qu'on peut déjà qualifier de gagnante. Alors, pourquoi ça n'est pas bon? On va voir reprend D4, puisque ça n'a pas été joué. Korchnoi, peut-être, non, il n'a pas envisagé D4 ou pas assez. Sur reprend D4, cavalier prend D4, fou C5. On peut jouer cavalier F3, tour prend D2, tour prend D2. Bon, voilà, il y a un pion de plus pour les blancs, les noirs ont la paire de fou de l'activité, ça devrait suffire. Mais en fait, il y a beaucoup plus fort, c'est fou C6 en coup intermédiaire, et là vous constatez que la case B3 n'est pas accessible à la dame, puisqu'elle serait capturée. Donc la dame n'a que deux cases possibles, C2 ou C4. Si elle va en C2, eh bien on joue fou prend F3, G prend F3, C prend D4, et là le cavalier se retrouve cloué. Donc les noirs gagnent une pièce. Si on joue dame C4, il va se produire la même chose. Fou prend F3, G prend F3, C prend D4. Alors on peut tenter de manœuvrer par cavalier A4, dame B5. Dame E2, parce que sur dame prend B5, A prend cavalier B6, tour C6, vous voyez que le cavalier n'a aucune case de fuite. Il ne peut pas aller sur une case où il ne peut pas être pris. Sur dame E2, eh bien, il y a l'attaque contre E7, donc on joue tour C7. De toute façon, le cavalier a toujours des problèmes. Sur fou C2, sur B3, il y a dame prend B3. Et ça change rien. Fou C2, tour C8, dame prend, cavalier B6, tour B8. Eh bien, les noirs gagnent toujours cette pièce. Voilà, donc en fait, il y a un gain matériel. Alors après, on peut voir quelques lignes pour essayer de s'en sortir. D prend C5, fou prend D1, C prend B6, tour prend C4, tour prend D8, fou prend D8, cavalier prend D1, tour C1. Voilà, par exemple ici, comment gagner encore une pièce. Et puis le pion en B6, de toute façon, il ne va jamais à dame, puisque sur B7, il y a fou C7. Donc le coup fou C6 a été tout simplement oublié par Korchnoi. Et du coup, la prise en D4 qui était nécessaire n'est plus possible. Et là, Korchnoi joue cavalier E2, mais les conséquences stratégiques de cavalier E2 sont désastreuses. Parce qu'après D prend E3, F prend E3, là, les noirs ont un avantage décisif en raison de la faiblesse des pions E3 et G3. Et la partie, en fait, bascule. À ce moment-là, on est au 26e coup de la partie, mais on sent déjà que le point risque d'aller du côté du champion du monde. Karpov joue C4, cavalier D4, dame C7, donc il attaque le pion G3, cavalier H4. Sur roi H2, évidemment qu'il y avait le coup cavalier G4 échec, qui permettait soit dame prend G3, soit cavalier prend E3. En tout cas, la position noire était victorieuse. Là, allez, Korchnoi essaie de s'en sortir par une pirouette. C'est de laisser le pion, mais évidemment, on ne prend pas, parce qu'après dame prend G3, il y a cavalier F5 échec. Vous voyez, il a fourché 3 dames, qui fait très mal. Donc Karpov, même s'il n'a plus beaucoup de temps, joue dame E5, roi H1, voilà. Et sur dame prend E3 aussi, dame prend G3, dame prend E3, c'est pareil. Eh bien, il joue le coup sûr roi G8, mais c'est certain que cavalier G4, avec un peu plus de temps à disposition, Karpov aurait exécuté ce coup qui gagne tout simplement, puisqu'après tour E2, voilà, le prochain coup c'est fou prend H4, un tour E2, fou prend H4 et on ne peut pas prendre en H4 puisqu'il y a mat en H2. Et si on revient en F3, par exemple avec le cavalier, en H4, et ben on joue dame prend G3. Et là évidemment,
les blancs peuvent signer à la fin de la partie. Donc roi G8, voilà, c'est un coup très sûr, mais la partie est terminée. De toute façon, le pion G3 peut plus être sauvé. Donc Korchnoi continue sur le Zeitnot, mais ça va pas durer longtemps. Cavalier F3, dame prend, tour prend D8, fou prend D8, dame B4, fou E4, fou prend, cavalier prend, tour D4, cavalier F2 échec, roi G1, cavalier D3, dame B7, tour B8, dame D7, fou C7, roi H1, tour prend B2, voilà, bon, vous pouvez jouer cavalier F2 d'abord, hein, qui, après roi H1, roi G1, tour prend B2, hein, voilà, il y avait ensuite le coup tour B1 qui menaçait, donc ça menait plus rapidement au mat. Là, bon, c'est juste une question évidemment d'esthétique. Korchnoi sacrifie la qualité, mais ça n'amène à rien. Voilà, dame 4, dame D1 échec, cavalier G1, dame D6, cavalier F3, tour B5. Donc et après ce coup qui menace tour H5 échec, eh bien Viktor Korchnoi décide d'abandonner cette première partie. Voilà. Donc une belle victoire de Karpov sur le thème des pions pendants, comment les attaquer et comment les jouer avec. Cette victoire fait déjà basculer ce match, puisque Korchnoi va s'écrouler dans les premières parties, puisqu'après cette victoire dans la première, eh bien Karpov va gagner la deuxième avec les blancs, puis la quatrième. Et ensuite, eh ben, la victoire sera acquise, puisque dans ce championnat du monde décidé au premier vainqueur de 6 victoires, eh bien Karpov a atteint ce nombre, ce chiffre, au bout de la 18e partie, alors que Korchnoi n'a pu gagner que 2 fois. Voilà donc pour l'analyse de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, et j'espère vous retrouver pour l'étude d'une prochaine partie. Merci.